BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, vous êtes perdus, vous manquez de temps? Pas de souci, suivez-nous chaque semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio. On ne va pas vous faire un cours de droit, soyez rassurés, mais simplement vous guider dans ce qui s'apparente comme un labyrinthe de la loi, avec un mot d'ordre à chaque fois, de la bonne humeur, de la pédagogie. Alors bienvenue dans le club du droit. Club du droit a décliné en plusieurs formules pour toujours mieux vous aider. Il y a une version hebdomadaire, vous savez, chaque mardi dans After Business aux environs de 23h30, spécialement axée sur les questions immobilières. Rubrique que vous pouvez retrouver évidemment sur le replay, sur le site de BFM Business. Il y a la version mensuelle, c'est aujourd'hui en version longue avec des infos pratiques, des infos juridiques, avec un gros plan dans un instant sur comment préparer la dépendance. Et puis vous aurez la parole juste après avec vos questions laissées sur le club du droit@bfmbusiness.fr et nos amis notaires vous répondront. C'est parti tout de suite avec l'acte de la semaine. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. L'acte de la semaine avec un premier notaire venu du département de l'Isère, c'est maître David Ambrosiano. Bonjour. Bonjour Fabrice. David Ambrosiano qui est notaire à Fontaine. Je disais il y a quelques instants, gros plan sur comment préparer ma dépendance. Oui, c'est vrai, maître Ambrosiano, la question de la fin de vie, fondamentale bien sûr, question qui va se poser de plus en plus. Évidemment, compte tenu du vieillissement de la population, la dépendance, on en parle souvent, évidemment. Ça se prépare, il y a une règle surtout, il ne faut pas attendre le dernier moment. Ça, c'est vraiment le préambule. Oui, c'est très clair. La dépendance, elle se prépare à plusieurs niveaux. Ça peut être une dépendance physique, une dépendance mentale, bien évidemment, également une incapacité. Et puis ça peut être une dépendance également financière. Aussi. Ça aussi, c'est le préalable, justement. Financièrement, déjà, c'est un point sur lequel il faut vraiment insister, la notion de dépendance financière. Elle est quasiment aussi importante que la dépendance mentale ou la dépendance physique. Bien sûr. L'âge de la vie aujourd'hui s'allonge de plus en plus. Le départ à la retraite risque de s'effectuer bien évidemment de plus en plus tard. Le niveau des retraites ne sera pas forcément excellent dans les années à venir. Il est donc urgent d'anticiper bien en amont sur les besoins qui seront les nôtres, puisque la durée de vie s'allongeant. Bien évidemment, peut-être qu'elle ne sera pas cette vie dans un état de santé parfaitement serein. Alors, il y a plusieurs outils, on va les voir avec vous dans ce club du droit sur BFM Business. Il y a déjà le mandat de protection future. Alors ça, c'est important, parce que je suis en bonne santé. Mais un jour, ça peut éventuellement se dégrader. Ça ne concerne pas uniquement les personnes dépendantes pour qui il faudrait par exemple envisager un régime de protection. Ce MPF, ce mandat de protection future créé en 2007, qu'est-ce que c'est ? Alors, le mandat de protection future, vous l'avez très bien dit Fabrice, c'est je suis en pleine santé, j'ai toute ma tête, mais je veux préparer les choses au cas où demain, je ne serai plus en capacité de pourvoir à mes intérêts. Bref, je ne serai plus en capacité de me gérer mes affaires, tout simplement. Donc, je signe un contrat, le mandat de protection future, c'est un vrai contrat qui peut être fait soit sous seing privé, soit par acte notarié. Acte notarié vraiment à privilégier parce que l'étendue des pouvoirs de celui qui va recevoir le mandat, qu'on appelle le mandataire, sera beaucoup plus étendue dans le mandat notarié qu'il ne le sera dans un mandat simplement sous seing privé, où on ne pourra faire que des simples actions d'administration très très basiques. L'avantage de l'acte notarié également, c'est que le notaire en assurera la conservation et qu'il procédera également à un contrôle. On y reviendra peut-être. On va y revenir. Ne brûlons pas les étapes parce que déjà, puisqu'on parle de mandant, je vois très bien ce que c'est qu'un mandant, c'est la personne qui est concernée. Le mandataire, ça peut être qui ? C'est le frère, la sœur, le fils, ou ça peut être, je vais exagérer, mon voisin, ma voisine. Le mandataire, ça peut être n'importe qui, mais ce qui est très important, c'est que ça doit être une personne de confiance pour celui qui donne le mandat. Évidemment. Puisque le mandat de protection future, c'est un mandat très important qui va permettre également au mandataire d'accomplir jusqu'à des actes qui lui permettront de vendre le logement éventuellement de la personne qui demain sera en état de vulnérabilité. D'où évidemment il faut avoir une énorme confiance vis-à-vis de cette personne. Les formalités à accomplir justement. Donc, alors imaginons qu'on vienne vous voir. En effet, à quoi il ressemble le mandat ? Qu'est-ce qu'on y met justement ? Est-ce que c'est assez vaste parce qu'on doit parler aussi bien de santé, j'imagine, de loisirs, de patrimoine, de logement. Est-ce que tous les mandats permettent de tout faire ? Dites-nous, maître Ambrosiano. Alors, dans le mandat de protection future, notamment par acte authentique, les pouvoirs du mandataire peuvent être très étendus.
On peut s'occuper des comptes bancaires, Ouais. on peut ouvrir, fermer des comptes, Ouais. gérer de l'argent, Ouais. gérer des comptes titres, vendre des biens immobiliers également, des pouvoirs relativement étendus. Les seules choses qu'on ne peut pas faire, c'est des actes à titre gratuit. On ne peut pas faire une donation au nom du mandant. Ça ne peut être fait, ça, qu'avec l'accord, bien évidemment, du juge des tutelles. On peut introduire également des dispositions qui permettent aux mandataires d'être identifiés comme étant une personne de confiance à l'égard du corps médical, au sens du Code de la santé publique. Le tiers de confiance que les médecins vont interroger si jamais demain il y a des décisions de fin de vie qui seront à prendre. On peut même imaginer mettre dans le mandat de protection future des dispositions, des directives anticipées. On connaît ça aujourd'hui depuis 2016, des directives anticipées. On peut en introduire dans le mandat de protection future. Ouais. C'est un bon véhicule également. On voit, c'est assez vaste. Le mandataire, il a des comptes à rendre, qui contrôlent le mandat. Est-ce qu'on peut le contester? Est-ce que des ayants droit, des héritiers peuvent dire « Attendez, je ne suis pas du tout d'accord avec ce sur quoi ils ont signé. » Alors, pendant la durée du mandat, c'est le notaire qui va contrôler la gestion du mandataire. C'est-à-dire qu'une fois par an, par exemple au mois de janvier de chaque année, le mandataire devra donner au notaire le compte rendu de sa gestion de l'année passée, comme il l'aurait fait auprès du juge des tutelles, par exemple. Et le notaire, à ce moment-là, a un devoir d'alerte. Déjà, le notaire va passer du temps, quand même, pour contrôler ce compte-rendu de gestion, peut-être plus que ne l'aurait fait le juge des tutelles, la justice ayant quand même peu de moyens aujourd'hui pour procéder à ce genre de contrôle. Et si le notaire considère qu'une opération est anormale, ou que les opérations que le mandataire a effectuées vont contre les intérêts de la personne protégée, il aura alors l'obligation d'alerter le juge des tutelles. Et c'est à ce moment-là la justice qui prendra le relais. De décider de résilier ou pas Exactement, le mandat. Voilà, bon, à quelle date ça prend, un mandat de protection future? Ça prend quand je ne suis plus en état de pourvoir à la gestion de mes affaires. Alors ça se passe de manière en fait assez simple. Ça se passe de manière assez simple puisque le mandataire, si la personne n'est plus en état de manifester sa volonté correctement, va saisir un médecin qui est inscrit sur une liste établie par le procureur de la République auprès du tribunal d'instance. Donc, assermenté, bien sûr, assez agréé. simple. Il établit un certificat médical et sur la base de ce certificat médical, le mandataire va au tribunal d'instance, au greffe du tribunal d'instance, avec son mandat notarié, le greffier le vise avec un coup de tampon et à partir de là, vous voyez, c'est très simple, Je vois bien. le mandataire va envoyer des lettres recommandées à tous les partenaires de la personne protégée, banquiers, assurances, notaires, etc., pour leur dire maintenant c'est moi qui exerce la représentation. Fait le relais. Alors ça, c'est le mandat de protection future, donc voilà, on a anticipé suffisamment longtemps à l'avance quand on était en bonne santé. Dans l'optique où on n'a rien préparé, puisqu'on s'interroge aujourd'hui sur comment préparer sa dépendance. Je prends un exemple, par exemple. Est-ce qu'on peut rédiger, est-ce qu'on peut modifier, par exemple, un testament quand on est atteint d'une maladie comme Alzheimer, par exemple? J'imagine que vous voyez ce type de cas chez vous dans votre étude à Fontaine, dans l'Isère. Maître Ambrosiano. Alors, le cas que vous visez, c'est effectivement une personne qui est atteinte d'une maladie dégénérative, comme la maladie J'ai pris cet d'Alzheimer. exemple, bien sûr, Voilà. malheureusement. Vient nous voir, ou c'est généralement quelqu'un de la famille qui nous l'amène, en nous disant il aimerait modifier son testament. Déjà, première chose, c'est est-ce qu'une mesure de protection a été prise? Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, est-ce qu'il y a une mesure de protection? S'il n'y a pas. S'il n'y a pas de mesure de protection, le notaire va devoir, lui, vérifier si la personne est ou pas en état de manifester clairement sa volonté. Nous avons quelques techniques de professionnels. On interroge, on passe du temps déjà, on discute avec notre client pour savoir effectivement s'il a l'air d'être désorienté ou pas. On lui pose des questions sur le passé lointain, sur le passé proche, des questions très simples, votre date de naissance, le nom de votre épouse, quand est-ce que vous êtes marié. Donc vous assurez un peu du discernement de la personne, c'est ça Exactement, du discernement. Si toutefois on a un doute, on conseille effectivement qu'il y ait un certificat médical qui soit établi. Si cette personne manifestement est diagnostiquée comme ayant un problème cognitif, dans ces cas-là, il y aura certainement une mesure de protection. Et peut se poser la question, si je suis sous tutelle, est-ce que j'ai la possibilité de modifier un testament? Alors, sauvegarde de justice, curatelle, on peut tester librement, pas de souci. Mais tutelle, impossible sans l'accord du juge des tutelles. Bien. Et si le juge des tutelles venait à donner son accord, il le fera que sur la base d'un certificat médical, également d'une audition de la personne, et il donnera son accord certainement par acte authentique pour qu'il y ait un nouveau contrôle du notaire. Mais la famille n'a pas forcément un droit de regard ou de correction spontanément. Voilà. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Non, ça c'est intéressant à dire. Oui, bien sûr, vous avez raison. En tout cas, il y a de nombreux outils utiles en la matière. On vient d'évoquer le mandat de protection future. Il faut réfléchir aussi à des outils tels que le changement de régime matrimonial.
Le viager aussi, on a souvent par ici dans ce club du droit, la vente en nue propriété. Ça aussi, dans la mallette, il y a toutes sortes d'outils. Hein. Alors ça, c'est des outils surtout pour prévenir la dépendance financière. Vous l'avez dit, le changement de régime matrimonial, ça peut être un très bon vecteur à manier avec précaution. C'est par exemple un très bon vecteur sur des patrimoines qui sont, certes, on va dire confortables, mais qui ne sont pas phénoménaux non plus. On est propriétaire de notre logement, de notre appartement, de notre maison. Basique, mais on n'a pas beaucoup de comptes bancaires, on n'a pas beaucoup de placements, et puis on a des petites retraites. Même si on a des enfants, le changement de régime matrimonial pour passer en communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale aux survivants, c'est une bonne méthode de prévenir la dépendance. Pourquoi ? Parce que le survivant, eh bien, effectivement, sera parfaitement propriétaire seul de tous ses biens. Il ne perd en plus aucun impôt de succession puisqu'on est exonéré entre conjoints. Et puis, il sera libre de disposer de son patrimoine comme bon lui semble. Et les enfants n'auront vraisemblablement pas d'impôt de succession à payer au deuxième décès parce que le patrimoine ne dépasse pas non plus les abattements fiscaux. Ça s'anticipe, il faut aller vous voir, évidemment. Dernier cas, on a toutes ces facultés, on n'est pas malade, on va bien. On est par exemple en maison de retraite, mais alors il y a un truc qui est pénible. C'est toute la paperasse. Et ça fatigue et ça harasse, justement, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a un cas, vous intervenez ou pas là-dessus, ou alors c'est vraiment quelqu'un d'autre ? Bien sûr. Alors, en fait, il y a un outil très simple, qu'on oublie bien souvent, c'est la procuration générale authentique. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est exactement le cas que vous venez de décrire. J'ai plus envie de m'occuper de mes affaires, mais par contre, j'ai toute ma tête. Il n'y a pas de souci, mais c'est trop compliqué, j'ai plus envie. Ma fille, elle s'occupe de ça tout le temps, mais à chaque fois, elle est obligée de venir me voir pour passer les papiers. Ça la dérange ou je ne veux pas la déranger, voilà plutôt. Voilà. Je demande à mon notaire de venir me voir, soit à la maison de retraite, soit chez moi, soit je vais le voir, etc. Et je lui dis, voilà, je vous donnerai procuration à ma fille pour qu'elle puisse faire tout ce qu'elle fait déjà, mais cette fois-ci dans un cadre légal défini. Bien. Je vais définir les actes qu'elle pourra accomplir. Je vais en fixer la limite. Je vais peut-être même fixer une limite en durée au mandat. Elle pourra même vendre des biens immobiliers. Voilà, elle n'est plus obligée de faire des allers-retours avec la maison de retraite. Par exemple, vous passez des coups de téléphone toutes les 5 minutes. Voilà. Ah oui, c'est bien ça, d'accord. Et le notaire sera là pour vérifier également votre capacité. Eh ben, il fait tout le notaire, c'est bien ça justement. Merci David Ambrosiano, notaire à Fontaine dans l'Isère. Bon retour dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois bien qu'on va y rester d'ailleurs. Passez-moi le notaire. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Oui, le Club du droit, c'est la possibilité pour vous également d'interroger nos amis notaires au travers d'un certain nombre de questions. N'hésitez pas, hein, le club du droit @bfmbusiness.fr, le club du droit @bfmbusiness.fr. Voilà, je l'ai répété, profitez-en, il y a les vacances de fin d'année qui arrivent, les vacances de Noël. Bon, voilà, vous aurez tout le loisir de rédiger une petite question. Oui, je vous le disais, on était dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, on y reste dans le département de la Drôme avec Maître Mathieu Fontaine. Bonjour. Bonjour. Notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Allez, on démarre tout de suite. J'ai 4 questions, là on va essayer de tout faire rentrer. Noémie à Bourges, c'est le Cher bien sûr. Je revends mon bien, je vais être assujetti à la taxation sur la plus-value, puis-je demander au notaire de me charger moi-même du paiement de cet impôt ? Alors, si je comprends, elle va revendre parce qu'elle est assujettie à une taxation, c'est ça ? Alors, effectivement, hein, on est en France assujetti à une taxation sur la plus-value immobilière lorsqu'on vend un bien secondaire que l'on détient depuis moins de 30 ans. Dans ce cadre-là, il y a une plus-value qui peut être due. Hein, ça, c'est un calcul qui est effectué au moment de la transaction. Par contre, malheureusement, Noémie, il ne sera pas possible de le régulariser vous-même. Pourquoi ? C'est ce qu'on faisait avant, ça. Effectivement, c'est peut-être pas idiot comme question. Peut-être que Noémie, elle a été orientée dans cette réflexion par de la famille. Parce que si la vente, elle porte sur un immeuble ou un terrain à bâtir, c'est-à-dire quoi ? Il faut passer obligatoirement par vous ? C'est le notaire qui se charge de récupérer le montant de l'impôt et le verser à l'État au moment de la publication de l'acte. Ah oui. Le rôle du notaire en matière de vente immobilière, de façon générale, il est fondamental, il est primordial. Le champ d'action, il est très étendu. Bien sûr, le notaire, de toute façon, il est garant de la sécurité juridique du contrat régularisé entre les parties. Le monopole sur l'immobilier a été accordé au notariat pour justement apporter cette sécurité sur ces actes importants de la vie. Ben oui, quand on vend un bien immobilier, on ne vend pas un vélo. Donc il est important d'avoir un professionnel qui soit garant de cette sécurité juridique et un professionnel aussi qui soit garant pour l'État de la récupération de l'impôt, d'où la problématique sur la plus-value, et du reversement de cet impôt dans les délais légaux auprès des services de l'État. Voilà, donc recours à un notaire obligatoire pour établir, publier l'acte de vente et puis pour effectuer les formalités déclaratives au titre de la plus-value, bien sûr, procéder au paiement de l'impôt, voilà ce qu'elle nous demandait. Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a encore 15-20 ans, ce n'était pas le cas. Les particuliers faisaient leur déclaration de plus-value et le paiement de l'impôt directement. Et ça ne fonctionnait pas, vous en doutez. Donc voilà. L'État a demandé au notaire de se charger de cette formalité. Bon, voilà, c'est une corde en plus à votre arc.
Merci à Noémie. Christiane à Mulhouse, maintenant, on est dans le Haut-Rhin, dans l'Est de la France. Mon partenaire est décédé, nous dit-elle. Puis-je occuper gratuitement le logement qui constituait notre résidence principale et demander à ses héritiers de payer les différentes charges liées au bien? Bon, alors, on ne sait pas s'ils sont pacsés ou non, s'ils étaient pacsés ou non. Déjà, savoir si elle a le droit de rester dans le logement, ça c'est déjà peut-être une première question. Alors a priori, ils ne sont pacsés parce que le terme partenaire est réservé aux partenaires d'un pacte. En droit, effectivement. Alors peut-être que c'était son partenaire de tennis, hein, c'est peut-être pas son concubin. Mais en tout cas, voilà, on peut supposer que ces personnes n'étaient pas. Alors est-ce qu'elle a le droit de rester déjà dans le logement? Est-ce qu'elle a le droit d'y rester à titre gratuit? Voilà, ça c'est une question importante. Alors oui, parce que la question est complexe en fait. Hein. Il y en a plusieurs dans la question. Par principe, oui, on a le droit pendant 1 an, quand on est partenaire d'un PACS, de rester gratuitement dans le logement. 1 an. Et à ce moment-là, il y a 2 questions qui se posent. C'est est-ce que le logement, s'ils en étaient propriétaires, les partenaires, est-ce qu'il n'y a qu'un seul des partenaires qui en était propriétaire? Est-ce qu'ils en étaient locataires? Est-ce qu'ils étaient tous les 2 locataires ou un seul? Vous voyez, la question est complexe parce que la réponse sera un petit peu différente. J'ai aussi une autre question à vous poser. Qu'est-ce qu'on appelle occuper gratuitement? Parce que rien n'est jamais gratuit, vous le savez, Maître Fontaine. Alors, ben oui, on est d'accord, mais là, dans ce cas-là, si. Hein, dans ce cas-là, c'est la loi qui le prévoit. Hein, cette occupation, elle est véritablement gratuite. C'est-à-dire que c'est la succession qui est redevable envers le partenaire occupant à titre gratuit de cette occupation. Donc les loyers, les indemnités d'occupation, les charges locatives, les impôts locaux, qu'est-ce qui paye tout ça? Eh ben, c'est la succession qui le. C'est la succession. Donc elle est vraiment donc gratuitement dans le logement qu'elle occupait avec son partenaire décédé. Tout à fait, du fait des droits qui lui sont accordés par le Code civil, effectivement. Marié, pacsé, ça fait une différence ou pas? Alors marié, pacsé, pas forcément sur ce droit d'un an, effectivement, parce que ce droit d'un an, il est accordé par ce contrat d'union. Par contre, on a une autre question au-delà de ce contrat, de cette durée d'un an. Oui. C'est de se dire, est-ce que éventuellement, on pourrait concevoir cette gratuité pour une durée plus longue? Ah oui, alors donc. Alors pour le mariage, c'est un droit qui existe, effectivement, hein, sur une décision du conjoint. Par contre, c'est pas un droit gratuit cette fois-ci. Autant l'année est gratuite, autant si le choix est fait sur la possibilité de conserver l'utilisation du logement, c'est plus un droit gratuit. Dans le PACS, c'est pareil, ce n'est pas prévu, ça, et il faut qu'un testament ait prévu cette disposition, sous réserve qu'elle soit applicable, parce que c'est un petit peu compliqué, hein, le droit des successions. Et à ce moment-là, là encore, ce ne serait pas un droit forcément gratuit, mais il faudrait regarder le testament, ce qu'a prévu le testament. Donc au bout d'un an, c'est soit elle va payer, soit éventuellement, il la sortent ou pas, non? Elle s'en va, bah oui, tout à fait. Ouais. Alors sauf, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la question est un petit peu plus complexe. Imaginons le cas. Comment on protège son partenaire de PACS en cas de décès? Est-ce qu'il y a peut-être des... il y a des possibilités. Oui, il y a des possibilités, d'accord. On a le testament, il faut rencontrer son notaire pour rédiger un testament qui soit applicable et qui soit performant dans cette volonté de transmission. Après, je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais, imaginons qu'on soit en location. Oui. Si les 2 partenaires avaient signé le bail, la personne peut rester dans le logement. Peggy, à Rosny-sous-Bois, beaucoup de femmes qui, tant mieux, c'est bien, voilà, qui nous contactent sur le club du droit @bfmbusiness.fr, c'est en Seine-Saint-Denis. Nous avons bénéficié avec mes frères et sœurs d'une donation-partage. À l'époque, chacun reçut des biens d'une valeur équivalente. Aujourd'hui, mon frère revend le terrain donné à un prix plus cher. Mes sœurs et moi avons-nous le droit à une compensation? Alors la donation-partage, on en a parlé dans le club du droit à plusieurs reprises, c'est à la fois une donation et un partage, comme son nom l'indique, hein, qui permet de son vivant de transmettre et de répartir tout ou partie de ses biens à ses héritiers. Bon, je sais pas, est-ce que c'est déjà une égalité de principe entre les héritiers avec la donation-partage? Alors, c'est le conseil du notaire en tout cas. Il faut garantir l'égalité entre les héritiers et dans la donation-partage, même si la théorie peut prévoir qu'on puisse faire des lots inégalitaires, mais c'est pas le principe. La philosophie de la donation-partage, c'est d'établir des lots égalitaires, parce que la donation-partage, elle est par principe aussi définitive. Ah, alors c'est ça, justement, c'est un peu l'arme anti-brouille des familles. Exactement. Quand malheureusement il y a un décès qui arrive, justement, qui n'est pas, tout le monde s'égorge, s'étripe en disant oh là là, et moi. Non, c'est figé dès le départ. Les parents de leur vivant donnent et partagent, et on n'en parle plus. Bon, alors maintenant le cas de Peggy, qui dit voilà, son frère apparemment a revendu le terrain donné à un prix plus cher. Est-ce qu'elle a droit à une part en plus, alors, une compensation en plus? Il y a des tempéraments au principe que je viens de vous donner. Évidemment, le droit est fait d'exceptions, malheureusement. Le premier, c'est une action en complément de part qui peut exister dans les 2 ans de la donation-partage si on démontre qu'effectivement les valeurs n'étaient pas les bonnes ou qu'il y a eu une problématique dans la donation-partage. On a une autre possibilité aussi qui peut exister si jamais il y a une erreur sur les choses qui ont été transmises, sur les valorisations. On a aussi une autre action qui existe,
qui perdure pendant toute la vie des donateurs. Et dans les 5 ans qui suivent leur décès, c'est ce qu'on appelle l'action en réduction, qui permettrait là aussi éventuellement de contester des valorisations qui ne soient pas les bonnes. Et ça, on conteste tout ça où donc par exemple, dans ce cas-là, par exemple du tribunal, sauf à trouver un accord à l'amiable. Oui, et c'est très souvent ce qu'on fait dans nos études quand il y a ces problématiques, c'est de mettre tout le monde autour d'une table et trouver une solution à l'amiable, bien évidemment. Bon, allez, on a le temps. Oui, on a le temps de prendre une 4e et dernière question. Mon père vient de décéder, il était détenteur de Bitcoin. Comment puis-je les récupérer ? Ah bah tiens, j'aurais même pas pensé à cette question. Vous connaissez bien on vous pose cette question, vous, Maître Fontaine On nous la pose, on me l'a posée il n'y a pas longtemps. Ouais. On me l'a posée il n'y a pas longtemps et les réponses qu'on peut apporter aujourd'hui ne sont pas véritablement satisfaisantes parce qu'on a un vrai vide juridique qui entoure cette problématique des crypto-monnaies. Ben voilà, de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est rien d'autre qu'une donnée en réalité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le seul détenteur du compte de Bitcoin, c'est le détenteur de la clé cryptographique, de la clé qui donne accès au compte de Bitcoin. Bien sûr. Et là, on voit toute la fragilité du système. C'est que si vous avez des héritiers qui se présentent en disant, comme ça a été mon cas, mon père a un compte de Bitcoin, je leur dis, mais votre père, il a rien si vous n'avez pas la clé cryptographique. Et là, dans mon cas d'espèce, il n'avait pas la clé cryptographique. Alors comment on fait ? Eh ben, on n'a aucune solution. Rien ? Non. C'est perdu donc. C'est un vide juridique aujourd'hui. Il faut trouver des solutions juridiques pour permettre la transmission de ces éléments d'actifs. Le fisc, il oblige justement à ce qu'on mette dans la liste des biens qui composent le patrimoine d'une personne décédée, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum et toute la panoplie, quoi. Et ben là, il y a une autre question qui se pose. Dans le cas que je vous ai exposé, c'est que les héritiers ont la certitude qu'il y a un compte de Bitcoin. Par contre, on n'est pas capable de l'appréhender juridiquement. Par contre, le fisc nous dit, quand on a un compte de Bitcoin, on doit le déclarer. Il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Et alors là, on a une problématique de croisement entre la règle fiscale et la règle juridique. Je pense qu'il est grand temps que nos représentants s'emparent de ce sujet. Donc ça veut dire quoi ? Que le portefeuille numérique devrait être connu, accessible, j'en sais rien, d'un tiers de confiance, d'un notaire, vous auriez les mots de passe, par exemple, c'est ça ? Les clients que je rencontre, moi, sur ces sujets, on leur conseille de reporter la clé cryptographique, notamment dans un testament, s'ils ont la volonté de la transmettre. Bien sûr. Et à ce moment-là, on aura une certitude de la révélation de l'existence de ce compte-là. Vous allez devenir un spécialiste, Maître Fontaine, en fiscalité numérique Le notaire est un spécialiste de la fiscalité de toute façon. De toute façon, ça fait partie de notre métier, tout à fait. Très bien, vous allez faire, vous savez quoi, il y a Tech & Co le soir, donc sur BFM Business, vous allez être un assidu de ça. Désormais, Mathieu Fontaine, merci, bonne fête de fin d'année. Merci à vous. À très bientôt, Maître Fontaine, qui est notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme. Le saviez-vous ? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous ? Oui, avant de nous quitter, le saviez-vous ? Comme à chaque fois, fête de Noël, fête en famille dans le monde entier. Eh oui, sauf que certains enfants n'ont pas d'état civil. C'est ce qu'on appelle communément les enfants fantômes. Les notaires de France, ils partent loin de chez nous, par exemple en Afrique, afin d'aider des enfants sans état civil à en retrouver un, justement. Et un partenariat a même été conclu avec l'UNICEF. Explication avec Sébastien Lyon, c'est son directeur général pour la France. Les enfants fantômes, ce sont les enfants qui n'ont pas d'identité aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas été enregistrés à la naissance. Aujourd'hui, il y a plus de 300 millions de ces enfants partout dans le monde qui n'ont pas accès à leur enregistrement. On les trouve principalement en Asie et en Afrique subsaharienne. Il y a peu d'enfants fantômes, évidemment, dans les pays comme des pays européens comme la France, mais il y en a quand même quelques-uns pour des populations très marginalisées, en marge de la société ou immigrantes. Il y a quelques enfants aujourd'hui en France qui ne sont pas enregistrés. C'est un problème parce que c'est des enfants qui ne peuvent pas avoir accès aux droits. Quand on dit les droits, c'est le droit à la santé, par exemple. Si vous n'êtes pas enregistré, ça veut dire que vous n'existez pas vis-à-vis de l'État, et donc ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à des soins. Vous ne pouvez pas forcément accéder à l'école. Il y a des pays où, après le primaire, pour accéder au secondaire, il faut forcément être enregistré à l'état civil. Et donc, ça fait qu'il y a des centaines de milliers d'enfants qui arrêtent l'école tous les ans du fait qu'ils ne sont pas enregistrés. Le partenariat entre l'UNICEF et le notariat français est un partenariat important car il nous permet de mettre en lumière cette problématique qui est importante. Les notaires nous aident vis-à-vis par exemple des parlementaires, vis-à-vis des pouvoirs publics, à la fois en France mais aussi dans les pays africains en particulier. Aujourd'hui, notre partenariat avec les notaires français nous permet d'enregistrer dans des actions de rattrapage des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants comme on l'a fait en Côte d'Ivoire. L'année dernière, on a réussi à enregistrer près d'1 million d'enfants qui n'avaient pas d'enregistrement des naissances, justement pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à l'école.
Pour 2019, on va axer nos priorités, c'est de travailler sur les pays où il y a un très grand nombre d'enfants fantômes. Sachez que dans certains pays, il y a plus de 50% des enfants qui ne sont pas enregistrés. C'est le cas par exemple du Tchad, du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire. Donc on va travailler sur ces pays en priorité pour réduire le nombre d'enfants fantômes et puis essayer d'éradiquer ce phénomène dans le plus grand nombre de pays. Voilà, les enfants fantômes, hein, explication de Sébastien Lion, le directeur général de l'UNICEF en France, avec Samuel Bénichou. Voilà, c'est terminé pour ce Club du droit. Rendez-vous évidemment en 2019, juste après les fêtes de Noël, bien entendu. Et puis n'oubliez pas l'adresse mail hein, pour laisser toutes vos questions, leclubdudroit@bfmbusiness.fr. Très bonne fête, très bonne semaine sur BFM Business.